En France, on est dans un sujet qui est encore différent et qui pour nous est pleinement d'actualité puisque la solution n'était pas remboursée et on a l'opportunité d'accéder au remboursement dans le cadre d'un nouveau dispositif qui s'appelle le RIHN 2.0. Vitadix, c'est une société que j'ai cofondée il y a une dizaine d'années avec 3 associés dont le cœur d'activité est de développer des solutions de traitement de l'image pour améliorer le diagnostic du cancer. On a commencé dès le démarrage à s'intéresser au cancer de la vessie puisqu'en fait il n'y avait pas de solution non invasive pour pouvoir diagnostiquer ce cancer et donc on a fait le choix de travailler sur une pathologie qui est de plus en plus fréquente, qui est très fortement corrélée par ailleurs à la consommation de tabac et parfois aussi aux expositions professionnelles. Et on a ciblé le diagnostic en priorité parce que c'était le besoin qui nous était exprimé à la fois par les urologues qui suivent les patients, mais également par les médecins anatomopathologistes pour améliorer leur capacité diagnostique. Ce que l'on a fait, on a développé en fait une solution de traitement de l'image qui s'appelle Visiosite et qui intègre de l'intelligence artificielle et qui va pouvoir aller observer au sein d'un échantillon d'urine l'ensemble des éléments biologiques et en particulier des cellules qu'on appelle urothéliales. Ces cellules, elles vont avoir une forme spécifique en fonction de si elles sont saines ou malades. Et nous, on a développé une solution qui permet d'être très exhaustive dans l'analyse, alors que c'est très compliqué pour l'œil d'un médecin d'aller observer par exemple jusqu'à 10 000 cellules. Donc on automatise cette partie-là avec un logiciel qui est à destination des médecins anatomopathologistes. Donc la solution d'IA est sous contrôle du médecin pathologiste. Et l'objectif, c'est de donner un résultat à l'urologue pour qu'il puisse modifier le parcours de soins du patient. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de solution fiable, il va faire systématiquement ce qu'on appelle une endoscopie vésicale, c'est-à-dire l'introduction d'une caméra dans la vessie du patient. Demain, grâce à notre test qui est déjà commercialisé, il va pouvoir, en fonction du résultat du test, décider de faire ou de ne pas faire l'endoscopie vésicale, ou bien tout simplement de la décaler dans le temps. Le parcours de soins dans le cas d'un patient qui souffre d'un cancer de la vessie est le suivant. Il se présente chez son urologue, soit dans le contexte de ce qu'on va appeler le primo-diagnostic, c'est-à-dire première fois qu'il va voir son urologue pour des symptômes évocateurs, typiquement le sang dans les urines ou les douleurs, ou bien dans le cadre d'une surveillance, c'est-à-dire que le patient a eu un cancer de vessie et on veut vérifier régulièrement qu'il n'a pas récidivé. Eh bien, l'urologue va prescrire notre test avant de décider de faire un acte invasif qu'on appelle l'endoscopie vésicale et il va donc lui donner la prescription. Ensuite, le patient va se rendre dans un laboratoire de ville partenaire, donc Biogroup ou Atubio, qui sont des laboratoires de ville qu'on a près de chez soi. Il va aller déposer son échantillon d'urine sur place et l'échantillon ensuite va être analysé de manière centralisée dans un laboratoire spécialisé en anatomopathologie qui s'appelle Medipat. Alors nous, ce que nous avons décidé de faire, c'est justement de centraliser l'analyse, mais par contre qu'elle puisse être prescrite n'importe où en France. Donc chaque urologue français peut désormais prescrire la solution Visiosite. Ensuite, c'est un sujet logistique pour amener l'échantillon jusqu'à l'endroit où l'analyse sera réalisée, mais l'ensemble du territoire est couvert dans la mesure où nous n'avons pas besoin d'installer la solution dans tous les endroits pour en faire bénéficier aux patients. Alors nous, on a déjà choisi d'utiliser l'intelligence artificielle puisque la problématique que l'on adressait s'y prêtait très bien. Pour faire très simple, il n'y a à la fois pas une cellule qui ressemble à une autre cellule, mais il y a quand même beaucoup de similarités. Et donc l'intelligence artificielle nous permettait, en apprenant sur un grand nombre de données, donc des données cellulaires, c'est-à-dire des images de cellules, mais également en fait le statut du patient, c'est-à-dire savoir si au final il s'est révélé avoir un cancer ou pas, on a pu en fait, je dirais, automatiser le fait de classifier ces éléments cellulaires en sains, malades, et également de donner une recommandation diagnostique. Donc on a développé une solution qui intégrer l'intelligence artificielle depuis le premier jour, à nouveau sur une thématique qui est particulièrement adaptée puisque les cellules, la biologie pour ça en fait est parfaitement, je dirais, compatible avec l'intelligence artificielle. Donc on a tout d'abord commencé par travailler sur le diagnostic parce qu'il nous fallait absolument, je dirais, une reconnaissance de la part des professionnels de l'urologie que sont les urologues. Et donc ça a été vraiment notre travail, travailler à la fois sur le primo-diagnostic, c'est-à-dire la première fois qu'un patient vient, mais également sur la surveillance. En revanche, on a des caractéristiques assez spécifiques sur le cancer de la vessie qu'on retrouve sur d'autres cancers, c'est que la prise en charge précoce est extrêmement pertinente. C'est-à-dire c'est un cancer qui se soigne extrêmement bien quand il est pris relativement tôt. Et donc notre sujet, ça a été de dire on commence par le diagnostic, mais on souhaite aller vers le dépistage. Il y a d'autres caractéristiques qui font que le cancer de vessie est clairement éligible à une approche de dépistage, c'est qu'on connaît très bien la population à risque. Les facteurs de risque du cancer de la vessie
Bon, en un, sans grande surprise, la consommation de tabac, puisqu'en fait la vessie est l'endroit, le réceptacle à tout ce que le corps veut évacuer, et donc en fait à force de consommer du tabac, beaucoup d'éléments vont se retrouver dans la vessie, vont inflammer la vessie, et au bout malheureusement de 15 ans, 20 ans, 25 ans, on va voir apparaître des cancers de vessie. Deuxième élément, c'est qu'on sait aussi qu'il y a une corrélation assez forte avec l'âge. C'est un cancer qu'on voit surtout apparaître à partir de 65 ans en termes de corrélation. Et le dernier point, la médecine du travail a fait un gros travail sur le sujet du cancer de la vessie et elle a identifié des professions à risque dans lesquelles il y a une exposition professionnelle, donc notamment tout ce qui va être lié à la chimie, au pétrole, ce genre de choses. On sait qu'il y a une surreprésentation de cancer de vessie dans les gens qui ont travaillé dans ces filières. Également les pompiers, par exemple, qui sont exposés à un certain nombre de carcinogènes dans le cadre de leur activité. Et donc, notre objectif, c'est d'utiliser la même approche technologique, mais de l'adapter à une autre indication, c'est-à-dire clairement de passer du diagnostic au dépistage pour être beaucoup plus dans une logique préventive, pour détecter les premiers éléments de symptômes de cancer de vessie et pouvoir le traiter au mieux avec une réduction des coûts pour le système de santé et surtout un confort pour le patient qui est considérable. Notre souhait à terme, c'est évidemment d'avoir une solution qui fasse partie tout simplement de programmes organisés et structurés par les systèmes de santé et surtout que ça puisse toucher en fait le plus grand nombre de patients à risque. Aujourd'hui, on est encore dans une phase de développement, donc on travaille avec un certain nombre d'hôpitaux et d'experts médicaux, aussi bien anatomopathologistes, urologues, médecins généralistes, mais également des médecins du travail. L'objectif, c'est développer une solution qui soit compatible avec un dépistage de masse. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire évidemment des performances qui soient élevées pour que ça soit intéressant pour le système de santé au niveau médico-économique, mais également de faire en sorte que le prix soit très compétitif, puisque dès qu'on est sur une approche de dépistage à haut volume, il faut évidemment prendre en considération que le coût peut être un frein pour les dépistages organisés. La technologie Visiosite, elle a une pertinence toute particulière quand on est en train d'observer des cellules au microscope. Et donc certains organes sont éligibles, d'autres non. Typiquement, sur la prostate, on est sur un organe solide et donc on n'est pas en capacité d'observer correctement les cellules de manière individualisée. Par contre, la thyroïde, à partir de ce qu'on appelle une cytoponction, nous permet d'avoir en fait des cellules qui sont bien individualisées et pleinement compatibles avec une solution de traitement de l'image en IA. Mais évidemment, il y a d'autres potentiels derrière. Par exemple, on peut penser au liquide pleural, sur lequel il y a des choses à faire pour la partie cancer du poumon, sur le col également, par exemple. Mais sur le col, il y a déjà des acteurs présents, donc nous ne souhaitons pas y aller. Donc globalement, on voit qu'il y a une tendance lourde d'amener de l'innovation, et en particulier de l'innovation qui intègre de l'intelligence artificielle dans le domaine médical. Là-dessus, on peut globalement dire qu'il y a une très bonne perception et beaucoup d'attentes. Les attentes peuvent être un petit peu différentes en fonction des praticiens. Typiquement, vous voyez, pour la partie laboratoire d'analyse ou laboratoire d'anatomopathologie, il y a deux grands éléments qui drivent un petit peu l'innovation. Premièrement, il y a le côté augmentation de la productivité. On a de moins en moins de médecins. Et donc, on a besoin d'accélérer la cadence puisqu'on a de plus en plus de patients parallèlement. Le deuxième élément, c'est l'amélioration de la performance. Donc, les médecins vont être en demande d'outils évidemment fiables. Et là-dessus, il y a une certaine, attente sur la logique de validation clinique, de démontrer la performance d'une solution. Et donc, ce sont ces deux éléments qui drivent les choses. Globalement, nous, ce qu'on peut dire, c'est que l'approche est très très bien reçue. Du côté des prescripteurs, l'objectif, c'est de dire on veut mieux soigner nos patients. Du côté des utilisateurs, c'est on veut être plus précis dans nos rendus diagnostiques. Et du côté du système de santé, c'est on a besoin de mieux soigner nos patients, mais on a besoin de moins dépenser d'argent. Alors effectivement, quand on regarde en fait la dynamique dans les différentes zones géographiques, on va trouver quand même des différences assez significatives. Le premier élément, c'est qu'il faut se rappeler qu'en France, la perception des patients, c'est que la santé est gratuite. Donc ça, c'est un élément important parce que quand on développe une nouvelle solution sur un marché, ça veut dire que la propension des patients français à payer pour une analyse est relativement faible puisqu'indirectement, elle est prise en charge par leurs impôts, c'est-à-dire qu'ils contribuent directement. Par opposition, par exemple, on voit des choses aux États-Unis où les patients ont beaucoup plus fortement l'habitude de payer pour leur santé et donc on a un accès au marché payant, on va dire, ce qu'on va appeler le out of pocket, qui est beaucoup plus fréquent. De manière générale, on est par contre sur les tests qui sont assez innovants, sur des prises en charge qui sont partielles. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une mutuelle qui prend en charge partiellement, voire totalement notre solution au Luxembourg.
parce qu'il y a une attente très très forte des luxembourgeois sur ce sujet. Aux États-Unis, on sait qu'on va aller demander une ligne de remboursement. Et en France, on est dans un sujet qui est encore différent et qui pour nous est pleinement d'actualité puisque la solution n'était pas remboursée et on a l'opportunité d'accéder au remboursement dans le cadre d'un nouveau dispositif qui s'appelle le RIHN 2.0, qui est typiquement fait pour les actes innovants. Donc on est en train de structurer les dossiers pour aller chercher justement cette prise en charge, pour ne pas avoir, en particulier en France, mais ça sera globalement valable dans tous les pays, eh bien je dirais une différence de traitement entre les capacités financières des gens. Le cancer de la vessie, ça touche tout le monde, indépendamment des classes sociales. Et l'objectif de Vitalix depuis le premier jour, ça a été de faire en sorte que tous les patients puissent bénéficier de Palanyse et non pas seulement les plus fortunés. Le RIHN 2.0, en fait, c'est une capacité d'avoir un remboursement temporaire d'actes innovants. Et Vitalix, et avec sa solution Visiosite, rentre pleinement dans cet acte puisque nous ne sommes pas un dispositif médical autonome. On est un dispositif qui est utilisé par un médecin pathologiste pour rendre un acte diagnostique. Et donc, ça nous permettra d'avoir accès à un financement temporaire qui peut aller jusqu'à 6 ans. Ensuite, on devra faire la preuve, évidemment, pendant ces 6 années de la pertinence de notre dispositif, aussi bien au niveau médical qu'au niveau médico-économique, pour ensuite accéder à un remboursement permanent. Alors, les données, c'est quelque chose que l'on doit prendre très au sérieux en tant que personne ou en tant qu'industriel. On a une réglementation qui est assez stricte, qui s'appelle le RGPD et qui protège très bien les patients. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est grâce aux données de ces patients que l'on va pouvoir mieux les soigner, mieux soigner leur famille et réellement, si vous voulez, maximiser la performance des dispositifs qu'on leur mettra à disposition. Donc le sujet de la data, il doit être pris très au sérieux, mais il est important de comprendre que c'est une vraie source de valeur, aussi bien pour les patients, les hôpitaux, que pour les industriels comme nous. Ce qui est important de garder en tête, c'est que les données, c'est le carburant pour pouvoir créer des dispositifs intégrant de l'IA. Si nous n'avons pas ces éléments-là, il n'y a pas de possibilité de développer des algorithmes. En revanche, c'est un sujet qui est très sérieux et qu'il faut prendre comme tel, donc il faut l'encadrer. On a la chance en France et en Europe d'avoir une réglementation qui est très stricte et qui protège extrêmement bien les patients. Évidemment, derrière la donnée, il y a du fantasme et donc là, je tiens vraiment à rassurer les différents patients. Votre contribution est absolument majeure pour faire la différence à l'avenir. Ces données, elles sont extrêmement importantes. Pourquoi ? Quand on développe une solution d'intelligence artificielle, eh bien en fait, on va montrer un certain nombre d'exemples à l'algorithme. On va lui dire telle image, c'est un patient qui est malade. Telle image, c'est un patient qui est sain. Telles données, ce sont des informations qui nous permettent de penser que le patient est malade. Et donc c'est à force de montrer un grand nombre d'exemples à un algorithme qu'à un moment il aura suffisamment appris, il se sera nourri de ces données pour pouvoir être seul en capacité, à partir d'une information, de classifier entre malade, sain, le patient qui se présentera devant lui. Le sujet est pris très sérieusement par les médecins, en particulier les urologues, et il y a une vraie appétence pour le sujet de l'intelligence artificielle. En revanche, ça reste une solution, en tout cas des approches technologiques qui sont relativement nouvelles, et donc les sujets qui se posent et sur lesquels on doit encore travailler, c'est bien faire comprendre comment on développe un algorithme d'intelligence artificielle, quelles sont les données qui sont requises, quelle est la qualité des données qui sont requises et aussi le volume de données. Donc ça, c'est des sujets qui ne sont pas encore tout à fait pleinement compris parce que c'est nouveau et qu'en fonction des dispositifs que vous allez développer, vous pouvez avoir parfois besoin de 100 données, parfois besoin de 10 000 données. Le deuxième élément qui va avec le sujet des données, c'est encore sensibiliser sur les sujets réglementaires type RGPD. Il faut savoir que pour nourrir un algorithme, mais également ensuite pour le valider, il nous faut des données. Ces données, elles appartiennent aux patients, en particulier sur le territoire français et européen. Et donc, il faut que pour que les process s'accélèrent, que tout le monde ait le même niveau d'information sur les contraintes réglementaires. Ça se met en route, mais je pense qu'on a encore un petit peu de travail sur ce sujet-là. Et le troisième élément, c'est plus globalement de sensibiliser sur les designs cliniques qu'il faut réussir à mettre en œuvre pour mettre en œuvre une solution. Je terminerai quand même par dire que comme on est sur des solutions d'intelligence artificielle, de manière générale, on est sur du logiciel. Et il y a des sujets d'interopérabilité, alors qui vont plus loin que le prescripteur, mais qui touchent beaucoup les hôpitaux, les responsables informatiques au sein des structures hospitalières, et tout ce qui va être standardisation, où là on a tous, y compris les industriels, du travail à faire pour des sujets d'harmonisation.
Avec VitaDX, on a fait le choix de travailler en fait avec un nombre de clients restreint, c'est-à-dire des gens spécialisés dans le domaine de la naphate, ce qui veut dire que nous n'avons pas à équiper à ce jour l'ensemble des structures hospitalières publiques privées. Alors, ça a l'avantage de limiter les problématiques d'interopérabilité, en revanche elles restent présentes. On a des sujets par exemple pour nous de compatibilité avec les systèmes de gestion de laboratoire. En revanche, à nouveau pour tempérer de ce côté-là, pour nous en particulier, il y a peu d'éditeurs logiciels dans ce domaine-là. Donc on a eu un travail assez important à faire pour les premiers clients, mais globalement maintenant on est capable de s'interfacer de manière assez facile. On n'est pas encore présent au sein d'établissements publics, c'est par contre des discussions qui sont en cours pour nous, et là on sait qu'on va avoir encore un effort supplémentaire qui va aussi être des sujets de cybersécurité par exemple qui sont importants, mais de réussir à connecter notre solution avec les éléments en place, le PACS par exemple, puisque nous avons des sujets d'imagerie. Les images sont produites localement par nos clients. Il faut les stocker, les archiver, être capable de les récupérer. Il y a déjà des choses en place, mais il y a des sujets de transfert de données qui sont à prendre en compte. Et ensuite, tous les sujets, je dirais plus génériques, avec les équipements qui sont présents en place, puisqu'on impose des contraintes assez fortes sur les équipements qui doivent être présents, les équipements physiques. Donc on a à la fois ce sujet équipement physique et ce sujet logiciel et interopérabilité. Alors nous, on a des gros enjeux pour 2025. Le premier, très clairement, c'est l'accès au remboursement sur le territoire français. Donc on espère obtenir d'ici juin prochain dans le cadre du RIHN 2.0. C'est absolument fondamental pour passer, je dirais, d'un test qui est jugé comme très intéressant, mais limité par son prix, à une utilisation beaucoup plus importante. Le deuxième enjeu pour nous, c'est de continuer notre développement international. On a plus spécifiquement 2 zones géographiques sur lesquelles on travaille. La première zone, c'est l'Allemagne, où on travaille en ce moment même sur l'accès au remboursement pour arriver sur le territoire allemand avec une ligne de remboursement. Et ça nous prendra probablement une partie de l'année 2025. Et ensuite, on a un très très gros sujet américain. On a des échanges nombreux avec des laboratoires d'analyse et des partenaires industriels. Et c'est un marché qui est extrêmement conséquent. Donc clairement, c'est une voie d'avenir pour VitaDX. Plus globalement, dans le domaine qui nous concerne, qui est l'anatomopathologie, on voit émerger énormément de solutions innovantes dans le domaine, à la fois sur les 2 sujets que je précitais. Le premier, c'est l'amélioration de la productivité. On doit faire face à le fait que beaucoup d'anatomopathologistes vont partir à la retraite, qu'il n'y a pas assez de remplaçants et une augmentation de la charge. Le deuxièmement, c'est travailler sur la performance. Mais ça demande vraiment une adhésion qui est de plus en plus forte parce que c'est un changement dans le métier de l'anatomopathologiste dont le cœur historique de métier était très focalisé sur l'observation au microscope. On voit de plus en plus de laboratoires privés et publics s'équiper de ce qu'on va appeler des scanners de l'âme, qui est en fait une tendance lourde dans la pathologie digitale. Pourquoi? Parce que ça permet d'une part de favoriser le développement d'algorithmes, d'éléments complémentaires qui vont faciliter la vie du praticien. D'autre part, ça permet aussi de donner un niveau très élevé à tous les pathologistes, y compris ceux qui ne sont pas forcément spécialisés dans tel ou tel domaine, puisqu'il y a autant, je dirais, de spécialités différentes en pathologie que ce qu'on va avoir en chirurgie, et malheureusement peu d'anatomopathologistes pour réussir à faire ces analyses-là. Et donc on voit que c'est une tendance de fond pour optimiser le métier de l'anatomopathologiste. Et par ailleurs, tous ces sujets-là, ils permettent aussi de travailler sur des sujets à distance, c'est-à-dire de faire de la téléexpertise, d'aller mobiliser un expert qui n'est pas localisé dans le même endroit pour avoir le meilleur des diagnostics. Au bout du bout, c'est évidemment pour rendre des résultats rapidement et les plus fiables possibles. La réglementation va par ailleurs continuer à évoluer pour protéger toujours aussi bien les patients. Je vais vous donner 2 exemples. On a par exemple quelque chose qui s'appelle l'IA Act, qui sera progressivement mis en place, qui permet d'assurer qu'un dispositif intégrant de l'intelligence artificielle a été développé comme il le faut, c'est-à-dire en vérifiant qu'on met sur le marché un dispositif qui est fiable et sur lequel il peut y avoir une forme de contrôle d'un humain. Ça, c'est très important pour les patients, mais également globalement pour le système de santé. Deuxième élément, c'est qu'on voit apparaître d'autres manières d'auditer, d'observer, d'étudier les solutions d'intelligence artificielle, parce que les méthodologies cliniques, par exemple, qui étaient mises en œuvre il y a quelques années avec les médicaments ou des dispositifs médicaux classiques ne sont plus forcément pleinement adaptés. Et donc, par exemple, il y a des recommandations qui sont publiées régulièrement par la Haute Autorité de Santé en mettant le doigt sur des sujets qui sont vraiment spécifiques à l'intelligence artificielle.